Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une œuvre intitulée Les rêveries du promeneur solitaire. Cet ouvrage a été écrit par Jean-Jacques Rousseau et il a été rédigé entre 1776 et 1778. Rousseau est seul depuis que les autres l'ont rejeté alors qu'il n'a pas l'impression d'avoir changé. Cela fait au moins 15 ans que la situation dure. Il a tout d'abord essayé de se défendre, mais cela a fourni aux autres des prises pour le blesser. Maintenant, il a cessé de se débattre et il avoue se sentir mieux. Une erreur de ses assaillants a été de ne pas graduer l'intensité de leur animosité, sans quoi il serait encore avec eux et il pourrait continuer de le faire souffrir. Il pense maintenant qu'il n'a plus rien à craindre de ses assaillants, car ne pouvant plus empirer son état, ils ne peuvent plus lui inspirer de l'inquiétude et de l'effroi, qui pour Rousseau sont bien pires que le mal en lui-même. Depuis 2 mois, il a abandonné tout espoir concernant les hommes. Il se dit plus heureux seul et n'aimerait maintenant plus vivre en société. Il est parvenu à un stade où il ne ressent plus que de l'indifférence envers les hommes. Un temps, il a eu un espoir fondé sur la nouvelle génération qui aurait su démêler le vrai du faux le concernant. Dans ce but, il a écrit ses dialogues, mais finalement, il a remarqué son erreur. Contrairement aux particuliers, les corps collectifs tels que les médecins ou les oratoriens survivent et leur opinion également. Détaché de tout, il lui semble que personne ne peut lui faire de bien ou de mal. Il veut maintenant s'occuper de lui-même. S'il écrit ce livre, c'est pour s'étudier lui-même. Il désire transcrire ses méditations et ses contemplations et en faire un journal de rêverie. Il veut mettre en ordre ses dispositions intérieures et y corriger le mal. Ce livre lui servira de baromètre à son âme et il pourra en tirer des résultats. C'est autre chose que ses confessions et ses dialogues, car il n'est plus attaché aux hommes et qu'il ne cherche plus à se faire comprendre des générations ultérieures. Cette fois-ci, il n'écrit plus pour les autres, mais pour lui-même. Le désir d'être mieux compris des hommes s'est éteint dans son cœur. Il se dit indifférent au destin de cette œuvre. Grâce à ce livre, Rousseau décide de faire un registre fidèle de ses promenades solitaires et des rêveries. Il trouve qu'il s'y prend un peu tard pour ce projet et qu'il aurait dû s'y prendre quelques années plus tôt au moment où il s'est tourné vers une vie de solitude après le rejet des hommes. Maintenant, il dit moins s'enflammer lors de ses contemplations et de ses rêveries. Dans cette solitude, il a appris que le bonheur ne dépend que de nous et non des autres. Il a appris à trouver satisfaction dans lui-même et à éprouver de la joie dans la contemplation. C'est un bien qu'il n'aurait pas connu sans ses persécuteurs. Il nous parle d'un incident qui s'est déroulé le jeudi 24 octobre 1776. Il s'était promené à la campagne et en prenant un chemin inhabituel, il a vu d'autres plantes qu'il ne voyait que rarement. Il était en train de méditer lorsqu'un chien lui a foncé dessus et l'a fait chuter. Il est tombé sur la tête et n'a repris conscience qu'à la nuit tombée. Il a eu un moment d'amnésie durant lequel il ne savait plus qui il était, où il habitait et où il était. De ses oublis, il a ressenti un sentiment de paix intérieure. Il semblait détaché de sa blessure. Ce n'est qu'arrivé au temple que la mémoire lui est revenue. Au lieu de retourner chez lui grâce à un fiacre, il y est retourné à pied. Il est parvenu à rentrer chez lui où sa femme a été alarmée par son état. Ce n'est que le lendemain qu'il s'est rendu compte de la sévérité de ses blessures. Cette histoire a été très changée par les ragots de Paris. Suite à cet incident, Rousseau a connu 4 événements très désagréables. Le lieutenant général de police lui a envoyé son secrétaire pour lui offrir ses services, ce qui semble étrange à Rousseau. Secondement, Madame d'Ormoy lui a envoyé son livre dans lequel elle a attribué une note à Rousseau alors qu'il ne l'a pas écrite et qui peut lui attirer le blâme. Troisièmement, on le pensait mort. Quatrièmement, des personnes s'apprêtaient à imprimer un recueil d'écrits qui n'était pas de lui. De cette accumulation de mauvaises fortunes, Rousseau se rend compte que celle-ci ne résulte pas de la méchanceté des hommes, mais ressemble davantage à un châtiment divin. Puisqu'il est innocent, il pense que Dieu ne le laissera pas souffrir éternellement, mais lui fera connaître des instants meilleurs.
Rousseau commence sa troisième promenade par une citation de Solon. « Je deviens vieux en apprenant toujours ». Il remarque que l'adversité coûte cher, n'apporte que peu de profit et qu'elle forme, mais qu'on ne peut utiliser ces leçons que lors de la vieillesse, c'est-à-dire trop tard. L'expérience a fait découvrir à l'auteur le vrai visage des hommes sans lui faire éviter leurs pièges. Il aurait préféré rester dans l'ignorance, ce qui aurait pu lui faire croire que les hommes avaient de l'amitié pour lui. Les fruits de l'apprentissage ne servent à rien à un vieillard qui doit apprendre maintenant à mourir, alors que c'est à ce moment-là où, paradoxalement, les hommes tiennent le plus à la vie. Rousseau a été jeté dans le monde très jeune et il savait déjà qu'il ne pourrait pas se fondre dans la société. Ses expériences et son éducation n'ont fait que renforcer cette idée. Rousseau nous parle des philosophes qui parlaient de la nature des hommes, non pas pour s'étudier, mais pour instruire les autres. Certains publiaient un livre sans s'intéresser au contenu dont il n'avait aucune utilité, mais seulement pour le faire adopter par les autres. C'est la démarche contraire de Rousseau. Il a tout d'abord été catholique avant de devenir chrétien. Il est devenu attaché à cette nouvelle religion. Quand il a été rejeté dans le monde, il a remarqué qu'il n'avait pas le moindre attachement pour celui-ci, mais du dégoût. Le monde n'est pas capable de lui donner ce qu'il recherche. Il avait décidé qu'à l'âge de 40 ans, il mettrait fin à son expérience malheureuse, et c'est ce qu'il a réellement fait. Il a quitté le monde sans aucune difficulté et a vécu une vie plus simple. Il a décidé également de régler son intérieur afin qu'il soit le même jusqu'à sa mort. Pour ses réflexions, il a eu besoin de solitude. Quand il s'est penché sur les travaux des philosophes modernes, au lieu de l'éclairer, ils ont mis à mal ses certitudes. Ces philosophes étaient intolérants et n'admettaient pas d'autres opinions que la leur. Leurs opinions n'étaient peut-être pas d'eux-mêmes, mais ils cherchaient à les faire adhérer à la foule. Rousseau n'a pas pu adopter leur doctrine. Il était à la recherche de sa propre ligne de conduite, pratique qu'il ne devait pas trop tarder à faire pour éviter le déclin intellectuel lié à la vieillesse. Il s'est présenté beaucoup de difficultés, mais Rousseau a persisté et il a fini par réussir. Le résultat de ses recherches se trouve dans la profession de foi du vicaire savoyard. Il en a fait sa règle de vie qui lui permettra de vivre bien et non malheureux. Ces nouveaux principes ont été critiqués, si bien que Rousseau a eu bien des doutes sur leur solidité. Cependant, il s'y est tenu tout de même, si bien que les attaques lui semblaient de moins en moins importantes. De toute façon, ce n'était pas sur le déclin avec son raisonnement moins sûr qu'il allait refonder de nouveaux principes de vie. De toute manière, il ne pouvait pas abandonner sa doctrine et prendre celle de ses opposants qui présentent des principes qui n'ont aucune solidité. Il a appris à ne plus se laisser ébranler par les critiques de ses adversaires. Rousseau revient à sa citation de Solon et remarque que cela ne s'applique pas à son cas. Il n'apprend plus et ne doit rien apprendre, car il n'est plus en état de bien savoir. Il espère enrichir son âme d'un acquis qui peut lui servir encore lors de sa vieillesse et qu'il pourra encore transporter après sa mort. Rousseau espère mourir en étant non pas meilleur, mais plus vertueux que lors de sa naissance. Rousseau relit une œuvre de Plutarque intitulée « Comment on pourra tirer utilité de ses ennemis ». Le même jour, il trouve une œuvre de l'abbé Rosier appelée « Vitam Vero Impendanti ». Ces deux œuvres le poussent à philosopher sur le mensonge. Quand il était jeune, il a fait un mensonge qui le peine encore aujourd'hui. Il ne sait pas quelles conséquences a eu ce mensonge, mais il imagine que à cela a dû succéder un grand préjudice. Au moment du mensonge, il n'avait pas l'intention de nuire à la personne. Cette mauvaise expérience l'a empêché de mentir par la suite. Cependant, il remarque qu'il lui est arrivé encore de mentir en affirmant des choses qu'il croyait vraies, mais qui plus tard se sont avérées fausses. Pour ces mensonges-là, il ne ressent aucun regret. Rousseau se souvient d'avoir lu que mentir, c'est cacher une vérité que l'on doit manifester. Selon cette définition, cacher une vérité que l'on n'est pas obligé de dire n'est pas mentir, et dire un mensonge que l'on n'est pas obligé de dire n'est pas mentir. Il se pose deux questions. Quand et comment doit-on la vérité à autrui? Et existe-t-il des cas où l'on puisse tromper innocemment? Rousseau distingue deux types de vérité. Il y a la vérité générale et abstraite qui est un bien précieux et la vérité particulière et individuelle qui n'est pas toujours un bien. Pour Rousseau, une vérité inutile ne peut pas être un bien dû et elle n'est pas un mensonge.
Il met à égalité le fait de ne pas dire ce qui est vrai et le fait de dire ce qui est faux. Pour les deux cas, l'effet est nul et ne peut nuire à personne. Rousseau se demande si l'on est obligé de dire la vérité ou si l'on peut la taire selon les différents cas qu'il a énoncés. Rousseau a toujours tranché la question avec sa conscience. Il serait difficile d'évaluer les effets d'un discours. Pour Rousseau, c'est l'intention qui compte. Le mensonge peut provenir de l'intention de tromper, ce qui ne va pas toujours de pair avec l'intention de nuire. Pour qu'un mensonge soit innocent, il ne faut pas d'intention de nuire et il faut que le mensonge ne puisse nuire ni à la personne trompée ni à autrui. L'imposture correspond à mentir pour son avantage, la fraude à mentir pour l'avantage d'autrui, la calomnie à mentir pour nuire, et mentir sans profit ni préjudice de soi ni d'autrui est de la fiction. Si les fictions ont un objet moral, il s'agit d'apologue et ce n'est pas un mensonge. Si les fictions sont purement oiseuses comme le sont les contes et des romans, ce n'est pas un mensonge. Rousseau met à égalité le fait de dire une chose fausse à son avantage et le fait de mentir que si on le fait au préjudice d'autrui. Dans les deux cas, il y a du mensonge. Les gens vrais dans le monde racontent fidèlement tout ce qui ne les a pas attachés, mais ils enjolivent dès que les histoires les touchent. Pour Rousseau, l'homme vrai fait le contraire. Pour l'homme vrai, la justice équivaut à la vérité. Cet homme n'est faux ni contre lui, ni pour lui-même. Il ment pour des choses indifférentes. Rousseau dit qu'après son mensonge de jeunesse, il n'a pas fait de mensonge prémédité ni de mensonge pour son intérêt. Il avoue avoir menti par honte pour se tirer d'embarras pour des choses indifférentes qu'il était, au moins pour lui. Il avoue également avoir menti pour meubler la conversation. Par exemple, à un pique-nique, lorsqu'une femme lui a demandé s'il avait des enfants, Rousseau lui a répondu qu'il n'en avait pas eu le bonheur. Il n'a pas rectifié son mensonge. En écrivant les Confessions, il aurait pu avoir des tentations de mentir, mais il dit ne pas l'avoir fait car il a une aversion au mensonge. Au contraire, Rousseau a quelquefois tait le bien et a fait apparaître le mal. Il avoue avoir compensé les lacunes de sa mémoire par des détails de fiction. Par exemple, il a tué le fait que le jeune Fazy lui a écrasé volontairement les doigts afin que le garçon ne soit pas perdu. Il a passé sous silence une blessure à la tête que lui a fait un de ses camarades en se battant. Cacher ces histoires ne lui a pas procuré d'avantage et cela n'a pas porté préjudice à autrui. C'est un principe qu'il dit avoir appliqué toute sa vie. Rousseau dit que l'habitation qui l'a rendu le plus heureux est l'île de Saint-Pierre qui se situe au milieu du lac de Bienne. Sur ce lac se situent deux îles, dont la plus grande est habitée par un receveur et sa famille. Rousseau y a habité durant 2 mois après la lapidation de Motier. Il s'y est senti si bien qu'il y serait resté jusqu'à la mort si cela avait été possible. Il a fait venir des caisses et ses malles, mais il ne les a pas ouvertes ayant peur de gâter quelque chose à son bonheur. Quand il devait répondre à des lettres, il prenait les affaires du receveur. Rousseau avait plusieurs occupations. Il s'intéressait aux plantes, il aidait les ouvriers et il faisait du bateau. Il sortait en bateau jusqu'au milieu du lac, se couchait dans le bateau et regardait le ciel. Il se laissait dériver, parfois jusqu'au coucher du soleil. Il allait également sur la petite île où il a fait introduire des lapins. Quand l'eau était trop agitée pour naviguer sur le lac, il restait sur l'île et il herborisait ou passait son temps en rêverie. Il arrive que des hommes connaissent des instants de bonheur qui sont trop rares et qui sont engloutis dans une vie. Il existe aussi un bonheur qui serait toujours présent, qui n'aurait pas besoin de souvenirs du passé ou d'espoir du futur. Il s'agit de ce que Rousseau a connu sur l'île. Pour accéder à la rêverie, il faut une personne qui soit capable d'arriver à cet état. Il faut une situation où l'être se suffit à lui-même. Il s'agit d'un état que peu d'hommes connaissent. Pour ressentir cet état, il faut aussi que l'homme soit dans une situation particulière. Pour cela, il est nécessaire que le cœur soit en paix et ne subisse pas de passion. Il faut également un lieu tel qu'une île solitaire. Rousseau souhaite pouvoir retourner sur cette île et y finir ses jours loin des hommes qui lui ont causé tant de tracas. Il remarque que même si les hommes lui ôteront ce plaisir, il pourra toujours y aller grâce à l'imagination. Il remarque que d'y retourner grâce à l'imagination apporte quelque chose de supplémentaire, car il arrive à ajouter des éléments qu'il ne pouvait pas percevoir.
Selon Rousseau, chaque chose que nous faisons trouve son origine dans notre cœur. Rousseau fait un détour lors de sa marche. Il se souvient qu'il a fait plusieurs fois ce même détour et il comprend pourquoi. En ne faisant pas ce détour, il rencontrait un garçon qui faisait la manche. Au début, Rousseau lui donnait quelque chose avec plaisir, mais cette obole se transforma en devoir. Quand une bonne action est répétée dans le temps, cela devient un devoir et le plaisir y est diminué. Il en a été de même avec d'autres bonnes actions faites par Rousseau. Cela était encore supportable quand il n'était pas connu. Quand ses écrits ont commencé à être publiés, cela est devenu insupportable et il a été obligé de mettre des bornes à ses dons. Il dit que sa bonté est innée, mais qu'il lui est impossible de faire quelque chose s'il ne le fait pas avec plaisir. Quand il fait quelque chose sous la contrainte, le plaisir se change en répugnance. Il y a une sorte de contrat. En effet, l'obligé a de la reconnaissance envers le bienfaiteur, et le bienfaiteur doit renouveler la bonne action autant de fois que demandé. Celui qui refuse dès la première fois garde la liberté. Le don est accroché à la notion de plaisir, tandis que la dette est accrochée au devoir. Quand on lui demande un don, Rousseau pense d'abord aux conséquences de ce don et à l'assujettissement qui s'ensuit. Il voit une bonne œuvre comme un piège, ce qui fait qu'il s'abstient d'agir maintenant. Il dit que durant ses 40 premières années, il était un homme confiant. Il est ensuite tombé dans plusieurs embûches sans même les voir. Après 20 ans, il a remarqué le mensonge et la fausseté et il a arrêté ses dons. Il ne hait pas les hommes, mais il a pitié d'eux. Il préfère les fuir que les haïr, et en mettant de la distance entre eux et lui, il les oublie. S'il était resté inconnu, il aurait continué les bienfaits auprès des hommes de la société. La liberté des hommes revient à ne pas faire ce qu'il ne veut pas et non pas à faire ce qu'il veut. Pour faire partie de la société, il faut renoncer à cette liberté et s'assujettir aux autres. Rousseau étant contre, est écarté de la société. Un passe-temps risque de mettre fin à l'écriture de ce livre. Il s'agit de l'herborisation. Il avait commencé cette activité en Suisse auprès du docteur Divernois, puis il l'avait abandonné à Paris. À 65 ans passés, ce passe-temps lui est revenu. Cette passion le rend heureux, et par là même c'est une manière de se venger de ses persécuteurs. Il ne comprend pas d'où lui est venue cette passion. Ses méditations finissent en rêverie. C'est rarement l'inverse qui se passe, car pour Rousseau, penser est un acte qui le fatigue et l'attriste. Une fois sa carrière littéraire lancée, il a dû penser et aller moins dans ses rêveries. Il a craint qu'en laissant son imagination galoper alors qu'il connaissait le malheur, allait le rendre triste. En contemplant la nature, une âme sensible est poussée à la rêverie. Cet individu aura tendance à voir le tout et il faudra que quelque chose resserre son imagination pour qu'il puisse voir les objets particuliers. C'est ce qui est arrivé à Rousseau. En promenade, il n'osait penser, il regardait les objets environnants. Cette observation a diminué ses peines. Pour se livrer à cette activité, il ne faut qu'aimer le plaisir. Ceux qui ne peuvent pas s'y livrer sont ceux qui n'ont pas de sensibilité naturelle, sont ceux qui ont l'esprit occupé par d'autres idées, ou sont ceux qui ne cherchent dans les plantes que des drogues ou des remèdes. Il reproche à la France de ne rester bloquée que sur les soi-disant vertus des plantes que les hommes ont bien voulu leur attribuer. Cette idéologie met à mal l'étude de la botanique et quand Rousseau se promène dans la nature, il n'épouse pas de telles idées. Ce sont ces promenades qui lui redonnent la santé et non les remèdes des médecins. C'est en s'oubliant soi-même qu'il médite le mieux. Auparavant, Rousseau ne cherchait que la félicité publique et non particulière. Après que des hommes lui ont fait des misères, il s'est enfui d'eux pour ne pas les haïr. Il est devenu solitaire. Il s'est abstenu de penser, il a bridé son imagination et a cherché l'oubli des hommes qui l'ont persécuté. Maintenant, le plaisir qu'il prend dans la nature n'est plus le même. Ses facultés sont affaiblies et ne lui permettent plus de fixer son attention sur un objet en particulier. C'est ainsi qu'il a commencé à s'occuper d'objets qui lui étaient agréables. Il ne s'est pas occupé de l'étude des minéraux car elle n'avait rien d'attrayant pour Rousseau. Cela ne profite réellement qu'aux chimistes et aux physiciens. Il ne s'est pas non plus occupé de l'étude des animaux. En effet, il faut tout d'abord les capturer, puis les soumettre à de la cruauté pour étudier leur anatomie ou les maintenir en captivité pour étudier leurs mœurs. La passion de Rousseau est la botanique.
Il ne cherche plus à s'instruire, mais à faire quelque chose qui puisse l'amuser. Pour Rousseau, s'il y a tant de plantes sur Terre, c'est pour inviter les hommes à les étudier. Il nous parle du plaisir d'herboriser. Toutefois, ce plaisir est détruit lorsqu'il y a un intérêt derrière, tel que celui d'un professeur qui cherche à instruire autrui ou d'un botaniste qui cherche à écrire un livre. Rousseau est bien loin de tout cela. C'est une passion qu'il pratique en solitaire, en se promenant dans la nature, loin des hommes qui le tourmentaient. Il se souvient d'une herborisation qu'il a faite du côté de la Roubella. Il s'est laissé aller à la rêverie en pensant être seul à connaître cet endroit et que ses persécuteurs n'iront pas jusqu'à lui. À peu de distance de là et peu après, il a découvert une manufacture. Se pensant loin des hommes, il en était en réalité tout près. Il se souvient d'une autre herborisation qu'il avait faite avec d'autres personnes à la montagne de Chasseron. Sur celle-ci se trouvait une seule maison habitée par un libraire. Lors d'une promenade près de l'Isère, Rousseau était accompagné de Sieur Beauvier. Ayant trouvé des fruits, Rousseau commença à les manger, mais seul. Un ami est venu et leur a dit que ces fruits étaient empoisonnés. Sieur Beauvier n'avait pas prévenu Rousseau par humilité. Rousseau n'est pas du tout tombé malade. Maintenant, Rousseau ne peut plus aller dans la campagne qu'il parcourait plus jeune. Son herbier lui suffit à se transporter grâce à l'imagination dans ces lieux. La botanique permet de lui faire oublier la méchanceté des hommes et de lui faire se souvenir d'instants heureux. Quand Rousseau avait tout pour être heureux, il ne l'était pas. Maintenant qu'il a tout pour être malheureux, il est heureux et il n'échangerait pas sa place. Seul, il parvient à se suffire à lui-même. Il dit qu'après ses persécutions, il a eu un premier moment difficile durant lequel il cherchait à se débattre. Puis, il avoue être arrivé sans peine à la paix intérieure car il est devenu son propre soutien et ne dépend plus des autres pour cela. Auparavant, l'opinion d'autrui était importante pour lui. Or, après que des personnes se soient dressées contre lui, il a remarqué que l'opinion des autres n'a pas d'équité et vient de la passion ou du préjugé. Rousseau distingue l'intention de l'effet. L'intention est la plus importante des deux et compte même lorsque l'effet est nul. Il distingue l'homme qui sait que ses malheurs viennent de la nécessité et qui reste calme, de l'homme qui pense que ses malheurs sont liés à un coupable et qui ressent de la colère. En ne comprenant pas pourquoi on le persécute, il n'a pas recherché de coupable, mais il a pensé que c'était une fatalité. Il a perdu son amour-propre, et en le perdant, il a rendu son cœur intouchable. Après l'éloignement des hommes, Rousseau s'est centré sur lui-même, et l'opinion des autres ne le touchant plus, il a connu la paix de l'âme. En ne s'occupant plus de l'opinion des autres, celle-ci ne nous détruit plus. Son isolement a quelques conséquences négatives. Il ne peut plus faire de commerce, il ne peut pas recevoir d'assistance alors qu'il est en train de vieillir. Cependant, cela ne semble pas avoir d'importance pour Rousseau. Il vit au jour le jour et il reste indifférent à ce qui pourrait lui arriver. Il lui arrive encore d'être parmi les hommes. Il se force même à être parmi eux pour s'aguerrir de leur comportement envers lui. Cependant, il est toujours autant touché par leur méchanceté. Cette sensation ne dure que lorsque la personne est présente et disparaît une fois qu'elle n'est plus là. Habitant Paris, il est forcé de croiser des personnes avant de retrouver sa campagne où il se sent plus en paix. Auparavant, il n'aimait pas se promener seul. Depuis qu'il veut retrancher des hommes, il apprécie ses promenades. Il dit que la méchanceté le trouble, mais que ce sentiment s'estompe vite. Pour que la sensation soit durable, il faudrait que la cause soit continuelle, or elle ne l'est pas. Concernant l'avenir, il se pense invulnérable aux hommes, car il croit qu'ils n'ont plus de prise sur lui. L'homme n'accède pas au bonheur, car c'est un état permanent qu'il ne peut pas connaître, puisque tout n'est que flux sur terre et que l'homme lui-même est inconstant. Rousseau dit n'avoir peut-être jamais vu d'homme heureux, mais qu'il a vu des cœurs contents. Pour savoir si un homme est heureux, il faut pouvoir lire dans son cœur. Pour savoir si un homme est content, on peut le savoir en regardant son aspect extérieur. Il y a 3 jours, MP est venu voir Rousseau et il lui a lu l'éloge de Madame Geoffrin par M. d'Alembert. Dans cette pièce, il est question de Madame Geoffrin qui apprécie la présence des enfants. Le lendemain, Rousseau pense que MP lui a lu la pièce car Rousseau a mis ses enfants aux enfants trouvés. Il pense qu'à cause de cela, les gens pensent qu'il hait les enfants.
Or, Rousseau aime regarder les enfants. Avant que MP ne pénètre chez lui la veille, il avait reçu la visite de 2 enfants, ce qui a valu de la joie à Rousseau et aux enfants. Il explique que s'il a laissé ses enfants aux enfants trouvés, c'était pour leur donner une meilleure destinée, qu'il ne pouvait pas les élever lui-même et qu'il ne pouvait pas les confier à sa femme ou à sa famille. C'est en observant les enfants qu'il a réussi à connaître le cœur humain. Il les regarde maintenant de loin car il craint de leur faire peur. Il se tient éloigné d'eux car il sait que les enfants attendent de lui du discernement et une expression juste, alors qu'il s'en dit incapable maintenant, et car les enfants n'aiment pas la vieillesse. Il est persuadé que le fait de voir un enfant heureux d'être avec lui compenserait ses maux. Il y a 2 ans de cela, il avait rencontré un petit garçon qui lui a serré les genoux. Rousseau s'est éloigné de lui avant de revenir sur ses pas pour retrouver le petit garçon. Après un regard non amical du père, Rousseau est parti. Rousseau n'a connu que de courts moments de bonheur, mais il les rumine, ce qui prolonge son bonheur, et ce beaucoup plus que si son bonheur était fréquent. Un jour qu'il était en promenade avec sa femme, il a rencontré une troupe de jeunes filles et un oublieur. Rousseau a payé pour que les jeunes filles puissent avoir chacune des oublis. Un autre souvenir se déroule dans une foire où il a rencontré une petite fille qui vendait une 12aine de pommes et des garçons qui n'avaient pas assez d'argent pour les acheter. Rousseau les a achetées à la petite fille pour qu'elle donne les pommes aux garçons. Rousseau est heureux de voir les autres heureux. Les gens montrent peu leur gaieté en France, contrairement à la Suisse ou à Genève. Pour que la joie d'autrui lui fasse de l'effet, il faut que la joie soit innocente. Il ne parvient pas à soutenir la douleur d'autrui sans sentir également de la douleur en lui-même. Il ne parvient pas à soutenir un visage mécontent, surtout quand la personne est mécontente de lui. Aujourd'hui, il ressent du déchirement quand il regarde le visage d'autrui plein d'animosité, car il est reconnu. Toutefois, il aime encore être avec les hommes quand ceux-ci ne le reconnaissent pas. Il aimait regarder les paysans, mais il pense que ceux-ci le reconnaissent maintenant. Quand il se promenait vers l'école militaire, des personnes lui faisaient le salut militaire. Après avoir dit qu'il aimait les invalides, il pense que ces personnes l'ont reconnu car elles ne l'ont plus salué. Dans un bateau pour aller à l'île aux Cygnes, Rousseau était en compagnie d'un vieil invalide. Il y a eu une conversation pleine de douceur, si bien que Rousseau a eu envie de payer cet homme après la traversée. Il trouve qu'il a finalement bien fait de ne pas mélanger l'honnêteté avec l'argent. Il remarque qu'il n'y a qu'en Europe que l'on paie pour de l'hospitalité, alors qu'elle se donne naturellement ailleurs. Rousseau se souvient de sa rencontre avec Madame de Warrens, il y a 50 ans de cela. Elle avait 28 ans alors qu'il n'en avait pas encore 17. Elle a eu de la bienveillance pour lui et il a eu de la reconnaissance pour elle. Il reconnaît le rôle de cette femme dans sa destinée. Elle a attendu ce qu'elle voulait de lui qui, bien qu'amoureux, restait innocent. Elle l'a éloigné et il est revenu vers elle. Il se rappelle des moments de bonheur qu'il a passés avec elle parmi sa vie orageuse. Il a eu l'impression d'être vraiment lui-même durant ces années et il s'est formé auprès d'elle. Il se rappelle d'avoir emmené Madame de Warrens, qu'il appelait maman, dans une maison à la campagne et d'avoir vécu 4 ou 5 ans de bonheur avec elle. Il était peiné à l'idée que cela prenne fin à cause du manque de moyens. En automne 1776, Rousseau écrit sa première promenade. Le 24 octobre 1776 se déroule l'accident de Ménilmontant. Son histoire est racontée dans la seconde promenade. En 1777, il poursuit la rédaction de rêveries. Lors de l'été 1777, il met sans doute au propre les 7 premières promenades. En automne 1777 est écrite la 8e promenade. Au mois de décembre, la 9e promenade est commencée suite à la publication de l'éloge de Madame de Geoffrin par d'Alembert. Le 12 avril 1778, Rousseau débute la rédaction de la 10e promenade. En 1778, il remet un manuscrit des Confessions à Moultou et se rend à Ermenonville chez le marquis de Girardin. Au mois de juin, il herborise. Il meurt le 2 juin, il est inhumé dans l'île des Peupliers. Les rêveries du promeneur solitaire seront publiées en 1782. La rédaction de l'œuvre s'est donc déroulée durant les 2 dernières années de la vie de l'auteur. Il s'agit du dernier de ses écrits. Selon toute vraisemblance, la 10e promenade a été écrite quelques semaines avant sa mort. Le roman est considéré comme inachevé. L'œuvre est composée de 10 sections que Rousseau appelle promenades.
Cette œuvre est difficilement catégorisable car elle est un mélange d'autobiographie, de philosophie, de mémoire, de confession, d'essais et de réflexion sur l'homme et sur la nature. Rousseau cherche à faire, comme il le dit dans sa première promenade, un informe journal des rêveries. Il emploie généralement la première personne du singulier pour présenter ses idées ou raconter des faits qui lui sont arrivés. Les autres hommes forment un tout, seules quelques rares personnes sortent du lot. Le but de cet ouvrage est de permettre à son auteur de se rendre compte des modifications de son âme et de leur succession. Il utilise l'image du baromètre pour faire comprendre qu'il cherche à avoir des mesures, mais cette fois-ci sur son âme. Au siècle de Rousseau, il était rare que des auteurs dévoilent leur vie dans des œuvres littéraires. La société était davantage holistique, c'est-à-dire que les individus n'étaient que les parties d'un tout. Rousseau a participé à l'essor de l'individualisme qui place l'individu en premier plan et la société au second plan. Nous pouvons comparer cette œuvre avec l'Incipit des Confessions. Dans les Confessions, il a dit « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. » Dans les Promenades, il ne dit pas qu'il est le premier à construire une telle entreprise. Cependant, il décrit ce qu'il veut faire à la fin de la première promenade et au début de la seconde. Cela signifie donc que le lecteur n'est pas habitué à un tel procédé littéraire. Nous pouvons donc en conclure que le procédé n'existait pas ou peu à l'époque de Rousseau. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Cette fois-ci, Rousseau ne veut pas se montrer à ses semblables. C'était le cas lorsqu'il a écrit les Confessions ou ses dialogues. Il ne cherche plus à donner une image à ceux de sa génération ou d'une génération ultérieure. Le destinataire et le récepteur sont la même personne, c'est-à-dire lui-même. Lors de l'écriture des Confessions, il voulait montrer un homme dans toute la vérité de la nature. Dans les Rêveries, Rousseau se peint une seconde fois. Il emploie les mots « Je consacre mes derniers jours à m'étudier moi-même ». On peut s'attendre à ce qu'il se décrive tel qu'il est. Dans les Confessions comme dans les Rêveries, rien ne peut affirmer s'il dit la vérité ou s'il ment. Bien entendu, dans les deux œuvres, la personne que Rousseau décrit est lui-même. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Dans les Rêveries, même si Rousseau se décrit lui-même, il décrit également les hommes. De par sa situation insolite, c'est-à-dire sa solitude et sa propre philosophie, Rousseau semble avoir une vision des hommes qui n'est pas partagée par le reste de l'humanité. Les autres individus n'ont pas l'air de se voir de la même façon et ils ne se rendent pas compte de leurs défauts. C'est comme si une personne regardait le même objet que la foule, mais que, placé à notre point de vue, il voit cet objet autrement. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus, j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Dans les Rêveries, sans dire qu'il est différent des autres, Rousseau ne ressemble pas à autrui. Les hommes sont pratiquement tous mis dans le même sac. Il se met d'un côté et l'ensemble des hommes de l'autre. Il différencie quelques personnes de l'ensemble de l'humanité. Ces personnes peuvent se trouver dans l'ensemble de l'humanité, comme Madame d'Ormois, qui lui attribuait à tort une note, ou MP, qui lui a lu une pièce qui faisait référence aux enfants. Quelques rares personnes sont en dehors des vices de l'humanité. Il y a Madame de Warrens, pour qui il a encore une profonde affection. Il y a Sieur Beauvier, qui a eu de l'humilité pour lui, ou encore l'homme de l'île aux cygnes, qui lui a parlé sans animosité. La singularité de Rousseau est présente également car il s'est lui-même forgé sa propre philosophie. Il ne s'est pas contenté de reprendre des idées déjà émises car celles-ci ne lui convenaient pas. Il s'est tracé sa propre ligne de conduite afin de ne plus être malheureux dans l'avenir. Enfin, Rousseau est différent des autres par le fait qu'il est le seul à être seul. Les autres sont présentés comme inclus dans la société. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Dans les Confessions, Rousseau dit que ce n'est qu'après avoir lu son ouvrage que les autres pourront le juger. Avec les Rêveries, Rousseau n'écrit pas pour les autres, mais pour lui-même. Comme il le dit dans sa première promenade, « Je n'écris mes rêveries que pour moi ». Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Dans les Rêveries, il n'est plus question de donner à Dieu son livre de confession. S'il écrit des rêveries, c'est pour lui-même. Son but est, selon ses propres mots, me rendre compte des modifications de mon âme et de leur succession. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Dans les Rêveries, Rousseau écrit qu'il a en horreur le mensonge.
Une expérience qu'il ne nomme pas, mais que l'on devine être l'épisode du ruban volé, a entraîné en lui tant de sentiments négatifs qu'il s'est arrêté de mentir. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. Tout en disant qu'il ne ment plus, Rousseau dit qu'il lui arrive encore quelquefois de mentir, mais ce n'est pas pour son intérêt et ce n'est pas prémédité. Il lui est arrivé de mentir pour meubler une conversation, pour protéger un camarade ou pour pallier un manque de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Dans les rêveries, on retrouve cette idée. Il écrit qu'il lui est arrivé de dire quelque chose qu'il croyait vrai au moment T, mais qui s'est révélé faux au temps T plus 1. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Rousseau dit bien plus dans cette œuvre. Il dit qu'il lui est arrivé de cacher le bien et de montrer le mal. Il dit « J'ai souvent dit le mal dans toute sa turpitude, j'ai rarement dit le bien dans tout ce qu'il eut d'aimable. » Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il ose, je fus meilleur que cet homme-là. Rousseau fait également référence au ciel. Il le fait à la fin de la seconde promenade. Il pense que tant d'adversité ne peut pas provenir seulement des hommes, et que c'est le ciel qui lui envoie ses épreuves. Il pense que celles-ci ne peuvent pas durer car Dieu le sait innocent. Nous avons dans les rêveries un diptyque Dieu et Rousseau. Dans les confessions, nous avons plutôt un triptyque Dieu, Rousseau et les autres hommes. Il espère également finir sa vie en étant plus vertueux et non meilleur qu'au début de sa vie. Rousseau ne pense plus à une classification entre lui et les autres, mais bien plus à un travail sur lui-même qu'il aura fait au cours de sa vie. Aujourd'hui, jour de Pâques fleurie, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Warrens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira avec la reconnaissance des sentiments plus tendres que je n'en distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie, et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Mon âme, dont mes organes n'avaient pas développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait dans une sorte d'impatience le moment qui devait la lui donner, et ce moment accéléré par cette rencontre ne vint pourtant pas si tôt, et, dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps plonger pour moi cet état délicieux mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné. Tout me rappelait à elle, il y fallut revenir. Ce retour fixa ma destinée, et longtemps encore avant de la posséder, je ne vivais plus qu'en elle et pour elle. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien. Quel plaisir et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie, où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur terre, j'en ai vécu 7. Sans secours, mes précieux espaces, je serais resté peut-être incertain sur moi. Car tout le reste de ma vie, faible et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que presque passible dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'appesantir sur moi. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire. Je fus ce que je voulais être, et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours.
Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. J'engagea maman à vivre à la campagne. Une maison isolée au penchant d'un vallon fut notre asile, et c'est là que dans l'espace de 4 ou 5 ans j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. J'avais besoin d'une amie selon mon cœur, je la possédais. J'avais désiré la campagne, je l'avais obtenue. Je ne pouvais souffrir l'assujettissement, j'étais parfaitement libre, et mieux que libre, car assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais faire. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps, et cette crainte née de la gêne de notre situation n'était pas sans fondement. Dès lors que je songeais à me donner en même temps des diversions sur cette inquiétude et des ressources pour en prévenir l'effet, je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère, et je résolus d'employer mes loisirs à me mettre en état, s'il était possible, de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue.